tumeur sous-muqueuse, donc ça intéresse les médecins, les chirurgiens, les médecins ils les voient et les chirurgiens ils les retirent. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et donc, en réalité, ça regroupe tout un tas de choses. On va parler des définitions, de classification, c'est un petit topo. Et la définition de la tumeur sous-muqueuse, eh bien, c'est très simple, c'est une tuméfaction qui est sous l'épithélium de la paroi digestive. C'est sous l'épithélium. Alors, ça prend le terme sous-muqueux et ça peut naître donc, de toutes les couches qui sont au-dessous de l'épithélium, la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse, voire la séreuse. Et on a inclus les tumeurs carcinoïdes dans ce groupe. Alors, les tumeurs carcinoïdes naissent de la profondeur de la muqueuse, et théoriquement, on aurait pas dû être dans ce groupe des tumeurs sous-muqueuses. C'est théorique. Alors, il y a deux types de tumeurs sous-muqueuses, celles qui sont dites néoplasiques, sous une prolifération, bénigne ou maligne, à potentiel malin éventuel, ou les non néoplasiques, qui sont donc des espèces de curiosité. Vous avez la liste, vous connaissez tout un tas de lésions que vous connaissez, les schistes et les léomyomes, les schwannomes, les sarcomes qui sont tout à fait rares, les tumeurs d'Abrikosov, les lymphomes, les tumeurs glomiques, en fait, tout à fait rares, mais ça existe, et les métastases. Et puis il y en a d'autres, hein, je vous ai ça cité, à titre exceptionnel dans l'estomac, il peut y avoir tout un tas de raretés. Et les non néoplasiques, c'est avant tout, et ça c'est fréquent, les dilatations cystiques de la paroi, alors il y en a tout un tas. Je vous ai, voilà, les duplications, le kyste bronchogénique qui est en fait une duplication de l'œsophage, mais avec un épithélium scié dans la paroi, les kystes sous-muqueux qui sont fréquents, et puis d'autres choses, et puis pour le rectum qui est propre, bien sûr, à la dame et au rectum. Alors, c'est un bon moment, et un bon moment, si on le retrouve, si on prend les grandes séries d'endoscopie, une fois sur 300. Un endoscopiste, une fois sur 300, il voit un truc qui est recouvert d'un épithélium normal et qui fait saillie dans la lumière digestive. Ce n'est pas exceptionnel, et c'est habituellement asymptomatique. Et lorsque ça a un symptôme, 99% des symptômes, c'est le saignement. C'est donc une boule qui est sous l'épithélium et qui a ulcéré dehors en dedans de l'épithélium et qui se met à saigner. L'obstruction, ça se voit, mais c'est tout à fait exceptionnel. Et dans l'immense majorité des cas, donc, c'est fortuit. Parfois, on met la main sur le ventre, et on a une énorme masse abdominale. Et parfois, c'est l'imagerie qui montre un élargissement du médiastin, une boule dans le médiastin, ou une boule dans l'abdomen. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 20 à 30% des lésions qui sont vues en endoscopie sont en fait des compressions extrinsèques. Ces compressions extrinsèques, ça peut être par un organe normal, la rate, que vous en rencontrez, ou par des organes pathologiques. Et vous voyez les chiffres de la littérature. Dans 10 à 15% des cas, cette tumeur sous-muqueuse entre guillemets est un organe normal. Dans 5 à 10% des cas, c'est une affection bénigne du foie, de la rate, du pancréas. Et dans 5% des cas, une affection maligne du péritoine, du foie, des ganglions. Si on veut faire cette différence comme ça, on pourrait dire, bah, on fait une écho, un scan, et on va faire cette différence. C'est faux. Voilà, l'écho et le scan, c'est pas mal, mais ça ne fait pas aussi bien la différence qu'un écho-endoscope. Pour vous dire, la boule qui appuie sur l'estomac, c'est quelque chose d'anormal, de normal, et qu'est-ce que c'est? Donc la référence, c'est l'écho-endoscopie. Vous avez ici 4 boules, vous voyez, qui se ressemblent en taille, en aspect, que vous voyez dans l'estomac. Vous auriez tendance à dire, ces trucs-là, c'est des tumeurs sous-muqueuses. Okay, c'est évident, c'est réellement des boules, c'est pas une vue de l'esprit de l'endoscopiste. Alors, ça correspond à quoi? Mais par exemple, celle qui est en haut à gauche, eh bien, c'est la rate. Voilà, c'est la rate, une rate normale qui fait saillie, parce que l'anatomie de la personne qui est très longiligne, la rate qui est très horizontale chez elle, va entraîner cette boule. Voilà, très bien. Et l'endoscopiste, en rétrovision, il voit ce gros machin, il dit qu'est-ce que c'est? Vous voyez que l'image en dessous, c'est dans l'antre, ça ressemble franchement à une boule, c'est la vésicule. Ça, c'est un piège. Alors bien sûr, si vous revenez une demi-heure plus tard, elle n'y est plus. Bon, parce qu'elle s'est vidée, et donc c'est intermittent. Mais parfois, c'est impressionnant d'avoir cette boule qui fait saillir. Ici, vous avez d'autres boules, vous en avez deux, et vous avez deux aspects différents sur l'écran. À gauche, eh bien, c'était un hépatocarcinome qui envahissait la musculeuse de l'élan. Ouais, à gauche. Et à droite, eh bien, c'était... donc à gauche, un hépatocarcinome qui envahit la paroi de l'élan, la paroi gastrique ventrale, et à gauche, un foyer de carcinose péritonéale d'un primitif digestif non diagnostiqué, et qui était découvert sur une altération de tâche générale. On fait une endoscopie, on voit une boule, et la boule, en fait, c'est une métastase. C'est de la carcinose focale qui envahit la paroi gastrique, et puis après, on arrive au cancer primitif, standard de zone. Donc, vous voyez, toutes ces boules, c'est ça. Là, par exemple, vous avez une boule
retient du corps gastrique, bon, elle est nette, ben, c'est une TIPLV qui appuie sur la face postérieure de l'estomac. Alors, si on regarde un peu la localisation de ces tumeurs sous-muqueuses, entre guillemets, du tractus vestibulaire, vous voyez que le duodénum, c'est 12%, l'œsophage, c'est 30%, et l'estomac, c'est 60%. Donc, la majeure partie sont dans l'estomac. Si vous regardez maintenant, bénin, potentiellement malin, c'est-à-dire qu'il y a une évolution possible, et malin, sur œsophage, estomac, duodénum. Vous voyez que dans l'œsophage, c'est presque toujours malin. D'accord ? Il n'y a même pas de potentiellement malin dans cette série. Et les malins, ce sont des léomyosarcomes de l'œsophage, des sarcomes de l'œsophage. L'estomac, vous voyez que bénin, c'est 80% des cas. Potentiellement malin 6%, et malin, réellement malin, 16%. Et là, je parle des tumeurs sous-muqueuses, je ne parle plus des compressions extrinsèques éventuellement malignes. Et vous voyez que le duodénum, c'est bénin, pareil, ça ressemble à l'estomac, sauf qu'il y a plus de potentiellement malin que de malin. Donc l'œsophage, qu'on retient de ça, c'est que l'œsophage, les tumeurs sous-muqueuses sont bénignes. Voilà. S'il y a un message, c'est celui-là. Je dis ça parce que l'œsophage, c'est difficile à opérer. Et voilà, donc le challenge, il faut l'avoir. Alors on va les décliner. Quand c'est non néoplasique, la principale, c'est le pancréas aberrant. Alors, le pancréas aberrant, tout le monde connaît. Alors ça peut avoir des formes diverses et variées. Quand vous avez la forme de gauche, c'est-à-dire le volcan, bon, ça va, c'est typique, à l'endoscopie, c'est que c'est un pancréas aberrant. Bien sûr, on ne fait pas d'endoscopie. Quand vous avez la forme du milieu, bah, vous ne savez pas trop parce que, en fin de compte, c'est pas typique. Et alors la forme de droite, c'est absolument pas typique. Donc le pancréas aberrant, ça peut être tout ça. Et l'aspect chronoscopique, quant à lui, est variable. C'est dans la sous-muqueuse, la profondeur de la muqueuse, parfois le muscle, parfois les trois, et ça a des aspects caractéristiques qui ne correspondent à aucune tumeur identifiée. Quand on est à l'extérieur, alors les kystes, bon, les varices, bien sûr, ça, parfois ils sont pseudo-tumorales dans la grosse tuberosité. En fait, je voudrais insister sur les kystes des glandes. Alors les glandes, c'est les glandes de l'œsophage et les glandes du duodénum. C'est là qu'il y a des kystes. Et c'est les glandes de la sous-muqueuse. Voilà, c'est un peu comme les kystes sébacés de la peau, c'est-à-dire c'est des kystes qui, le canal excréteur est bouché et ça donne un petit kyste. Et dans le duodénum, on en voit régulièrement, et dans le magnétophage, je vous montrer aussi. La duplication, bon, c'est très particulier. En échondoscopie, c'est évident parce qu'il y a toutes les couches de la paroi à l'intérieur du kyste. En fait, on retrouve les couches de la paroi normale, muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse dans le kyste. Donc, on reproduit les couches, donc c'est caractéristique. Il n'y a qu'un diagnostic possible sur cet aspect où on voit toute cette succession de couches de traits blanc-noir, blanc-noir, blanc-noir dans la paroi de la formation kystique. Voilà. Ça, c'est dans l'œsophage. Alors là, je vous ai fait une forme énorme, puisque ici, il y en a au moins une quinzaine. C'est ces petits trucs que l'on trouve dans l'œsophage, qui ont parfois un aspect un peu translucide, comme vous voyez un peu en haut à droite. Alors, les gens ne savent pas trop, ils parlent éventuellement de varices. Habituellement, c'est pas comme ça, comme des pseudo-cordons variceux, c'est plutôt une, deux. Et quand on fait un échondoscopie, on voit que c'est du liquide, bien sûr, qui ne bouge pas, c'est pas du sang, dans la sous-muqueuse de la paroi. Alors, comment on sait que c'est ça? Ben parce qu'il y a des malades qui avaient des cancers d'œsophage. Moi, je me souviens à Boujon, dans les années 80, on opérait tellement de cancers d'œsophage, moi, je faisais toujours le bilan avant, et de temps en temps, je voyais ça associé au cancer d'œsophage. Et puis après, quand il y avait la pièce de sophalectomie, j'allais voir l'impact, je disais, mais c'est quoi ce truc-là? Alors, il regardait, parce qu'il fallait qu'il le cherche, il s'était concentré sur le cancer, et puis il me dit, c'était monsieur, à l'époque, c'était monsieur Molas, qui était l'adjoint de l'impact, un type très connu dans la chirurgie dans l'œsophage, et il me dit, ah bah tiens, c'est une dilatation kystique des glandes de la sous-muqueuse. Voilà, alors le kyste bronchogénique, vous voyez cette saillie d'œsophage, alors ça c'est donc une duplication, c'est le même phénomène pathologique de la duplication, mais avec un épithélium cilié, et vous avez ici dans la paroi, c'est 8 fois sur 10 la face droite, 8 fois sur 10 le tiers inférieur de l'œsophage, donc c'est suscardial, face droite, c'est embryologique, et parfois, moi j'ai deux observations où ce truc-là se poursuivait par une duplication gastrique, c'est-à-dire dans la continuité, et dans l'estomac c'était de l'épithélium gastrique, dans la duplication, et dans l'œsophage, c'est un épithélium bronchique, dans la duplication. Donc, embryologiquement parlant, on avait la démonstration que c'était exactement la même malformation avec des choses différentes. Alors, l'endométriose, bon, c'est anecdotique. Les endoscopistes en voient rarement, puisque l'atteinte de la muqueuse, ici, comme vous avez ici, par l'endométriose, de dehors en dedans, elle est très rare, hein, alors que l'atteinte digestive est assez fréquente. Et donc, il faut avoir cet aspect, comme ça, vous avez de bons mouvements fixés. Et il faut savoir que l'endométriose, c'est une source éventuelle de complications de la coloscopie, on ne sait pas qu'elle est là, parce que ça peut fixer énormément la charnière recto-sigmoïdienne, et les endoscopistes qui ne sont pas extrêmement doivent se méfier, parce qu'on peut déchirer cette paroi en laissant
désespérément de monter dans le côlon dessus. Donc il faut être prudent dans les. Alors maintenant, les tumeurs néoplasiques, on a ici le lipome, c'est le plus fréquent. Alors le lipome, il se trouve qu'il est rarement jaune. Dans le côlon, il est jaune. Voilà. Mais dans le tube digestif, il est rarement jaune. Donc en fait, il est rose et il peut ressembler à un schwannome, à un léobiome, à une schiste, ce que vous voulez. Et il y a un bon signe qui est le signe de l'oreiller, que je pensais pathognomonique et qui ne l'est pas. Puisqu'on a eu un cas où on a appuyé dessus, c'était comme un lipome, vous voyez, c'est tout mou, comme un oreiller. Et en réalité, le malade avait une tumeur sombrale. Et donc, c'était une tumeur sombrale totalement molle, mais c'était la seule de ma carrière. Habituellement, quand vous faites ça, c'est un léobiome. C'est un lipome. Alors, endoscopiquement, c'est pathognomonique, hein, c'est hyper écogène, c'est dans la sous-muqueuse. Vous voyez, c'est rose dans l'estomac. Non, c'est pas du tout jaune, et c'est un lipome. Mais vous avez la même chose dans l'œsophage, vous voyez, il est rose, et c'est un lipome de l'œsophage. C'est rare, les lipomes de l'œsophage, mais c'est. Donc, bien sûr, ces trucs-là, il faut les laisser. Alors la tumeur carcinoïde, bon, c'est essentiellement l'estomac. Vous savez qu'il y a deux groupes. Il y a les fréquentes. Les fréquentes, c'est la maladie de Pierre-Vert, les gastrites auto-immunes. Et ce sont les ECLO. Et il y en a tout un tas. Les patients peuvent avoir 10 ECLO, 20 ECLO, 50 ECLO ou des centaines. Et ils ont une gastrine à plus de 1000. Et bien sûr, l'immense majorité sont bénins. Les métastases sont exceptionnelles. Et il ne faut s'intéresser qu'aux gros ECLO, ceux qui font plus de 1 cm. Et ceux-là, il faut les retirer. Parce que de temps en temps, il y a quand même des tumeurs malignes, ça doit être 2 ou 3% de ces ECLO, qui vont donner des ganglions métastatiques, voire d'exceptionnelles métastases. Donc il ne faut pas généraliser en disant c'est rien, il faut s'intéresser à la tumeur. Et puis vous avez celles du rectum, qui sont aussi fréquentes, qui sont petites, qui sont le plus souvent bénignes, et qu'il faut retirer en totalité en faisant des techniques d'endoscopie de mucosectomie avec capuchon, pour pouvoir retirer la totalité de la tumeur carcinoïde, car elles peuvent rester. De temps en temps, à titre rare, elles sont malignes. Là, c'est pareil, il ne faut pas dire que... Alors, le carcinoïde sporadique de l'estomac, il faut faire des gastrectomies avec curage. Hein, c'est une maladie sporadique, c'est une maladie qui métastase. C'est une vraie maladie. Et donc, quand vous avez un carcinoïde de 15 mm dans l'estomac sporadique, eh bien, voilà, c'est pas le même que le célome, vous pouvez le retirer localement, etc. Voilà, donc vous voyez les aspects, c'est jaunâtre, avec des petits vaisseaux qu'on voit en surface. Voilà, ici vous en avez, ici c'est le cellome, vous en avez plusieurs, vous avez l'aspect endoscopique de cette tuméfaction qui est développée dans la profondeur de la muqueuse, et la sous-muqueuse, c'est à cheval sur les deux. Et bien sûr, elles sont retirables si ça n'envahit pas le muscle. Si ça envahit le muscle, c'est malin. Il faut considérer que c'est malin. En échondoscopie, l'envahissement du muscle même sur 2-3 mm est malin. La tumeur d'Abrikosov, c'est le basophage, c'est l'alcool tabagique le plus souvent, c'est unique le plus souvent, mais multiple parfois, et c'est totalement bénin, et il faut le laisser, ça augmente très rarement de taille, et dans mon expérience, j'ai eu 2 Abrikosov en 30 ans qui étaient malins, entre guillemets, en ce sens qu'ils allaient jusqu'à la cirrhose, et qu'il a fallu le faire une œsophagectomie pour ces tumeurs d'Abrikosov, mais c'est exceptionnel. Alors, maintenant on passe au plus intéressant, ce muscle, les tumeurs dites myogéniques, et ça c'est le léobiome, le schwannome, la gyste. Alors c'est la gyste bien sûr qui nous intéresse, mais le problème c'est le diagnostic différentiel avec les deux autres. Alors vous avez ici ce qu'il faut savoir, le léobiome, ça représente 99% des tumeurs du muscle de l'œsophage. Quand vous avez une tumeur du muscle de l'œsophage, c'est un léobiome, c'est pas une gyste. Il y a exceptionnellement des gystes dans l'œsophage, il y en a, mais c'est exceptionnel. Voilà. Hein, donc une tumeur sous-muqueuse qui naît du muscle, ou de la musculaire muqueuse, parce qu'à titre rare, ça peut être de la musculaire muqueuse, c'est un léobiome, c'est bénin. Si le patient n'est pas dysphagique, on peut le mépriser. C'est pas même si ça fait 5 cm, on s'en fout. Le tout, c'est démontrer que c'est un léobiome. Une fois que vous l'avez démontré, vous oubliez. Hein, voilà. Le sarcome, j'en ai eu quelques-uns, c'est un gros cancer qui soulève la muqueuse, c'est ça, rien du tout. Le schwannome, c'est avant tout l'estomac, j'ai 1 ou 2 cas dans l'œsophage, c'est totalement bénin. Et si on arrive à le démontrer et qu'il n'est pas gros, s'il est gros, il va saigner. Donc il faut le retirer. Vous comprenez? Il ne faut pas être c'est bénin, on laisse, c'est malin, on laisse. Donc la taille est importante et l'hémorragie est possible. Donc il ne faut pas dire c'est vraiment bien. Et la gyste, vous voyez que 20 à 30% sont malins, ce qui est rare. Vous voyez, il y a 70 à 80% c'est bénin. Ça représente 80% des lésions du muscle de l'estomac. Dans l'œsophage, c'est exceptionnel. Et dans le duodénum, ça existe. Alors, voici des petits léobiomes que je vous montre, de l'œsophage, de l'estomac. Bon, c'est tout à fait gentil. On peut quand ils sont gros et qu'on veut démontrer qu'il faut le laisser, on peut les biopsier. Et on a maintenant des aiguilles qui
permettent de diagnostiquer les léomyomes, c'est très difficile parce que ça ne donne rien. Les léomyomes, c'est le fibrome utérin, hein, tout simplement. Alors, quand vous avez une forme circulaire étendue, il n'y a qu'une seule maladie, c'est la léomyomatose de l'œsophage. C'est le syndrome d'Alport. C'est-à-dire que le patient a un syndrome d'Alport, une maladie génétique, et il ne le sait pas, et dans sa famille, parfois, et souvent, on ne le sait pas. Et par l'intermédiaire du premier cas, on remonte toute la famille, c'est une maladie, et souvent, ça se termine par l'œsophagectomie parce que l'œsophage ne marche pas, et les patients sont très très gênés. Alors, voilà, au cardia, c'est presque toujours des léomyomes, rarement des gystes. Et donc, quand, à une époque de la folie de la gyste des années 90, des années 2000, où on s'est mis à faire dans les années 2000, c'est né en 2000 la gyste, et puis on s'est mis à faire des gastrectomies totales pour des gystes, parce que les gens de Gustave Roussy avaient dit que c'était malin, que la gyste c'était une tumeur maligne, un cancer. Alors on a fait des gastrectomies totales, c'était de la folie furieuse, et pour une partie, parce qu'on ne faisait pas de prélèvement, pour des léomyomes du cardia. Enfin, ça a déliré complètement. Maintenant, ils ont quand même posé les baskets et ils ont admis que l'immense majorité de l'estomac qui est bénin et que les malins, c'est quand même avant tout l'intestin. C'est quand même là que c'est beaucoup plus malin, c'est des grosses masses et que dans l'estomac, c'est. Alors, vous voyez, un léomyome, en échonoscopie de contraste, j'aurais fini, ça prend très peu de contraste. D'abord, ça a exactement la même couleur que la musculeuse normale. Vous allez voir sur la droite, vous allez pouvoir compter les bulles qui arrivent dedans. Ça, c'est pathognomonique. Toujours pareil, moi, les images, voilà, je mets quand même une aiguille parce que pathognomonique, un jour, c'est plus pathognomonique. Donc, il faut mettre l'aiguille. Vous voyez, les bulles arrivent et vous, quasiment, vous les comptez. Vous voyez, c'est très peu vascularisé. Voilà. Et voilà. Donc, ça donne. Voilà. La gyste. Bon, bah, c'est une tumeur maligne, potentiellement maligne, homme-femme, c'est assez rare, mais c'est pas exceptionnel. C'est dans les 60% sont dans l'estomac, 25% dans l'intestin grêle, il peut y en avoir partout. Vous voyez que les métastases, c'est 2 tiers du poids dans le foie et une fois dans le péritoine. Les symptômes, quand il y en a, c'est l'hémorragie, hein, et fortuit dans 20% des cas. Ça, c'est dans des séries de plus de 1700 malades. Vous voyez l'obstruction, la rupture, la masse, la douleur, et elles sont corrélées à la taille. Vous voyez que l'hémorragie, la taille moyenne, c'est 9 cm. Hein, donc, fortuit, la taille moyenne, c'est 3 cm. Voilà. Bon, le séquit, tout le monde connaît, passe. La classification de Fletcher, qui est donc corrélée à la taille et à l'index mitotique, on passe. L'aspect endoscopique, voilà, du gyste, ça c'est une gyste borderline, vous la voyez en échoendoscopie, elle est hétérogène, elle a une limite discrètement irrégulière, et elle fait 5 cm. 5 cm, de toute façon, c'est défini, c'est borderline, quelle que soit la limite. Ça c'est une petite, très jolie, alors honnêtement, on peut se poser la question de la retirer ou de la laisser. Et ça dépend de l'âge, ça dépend de la localisation, et si on la retire, c'est une énucléation particulière. C'est une réduction en wedge, on passe un peu à côté, et le patient est guéri. Ça, c'est une petite gyste, vous voyez, mais en échoendoscopie, elle est très suspecte, parce que sa périphérie est irrégulière. Vous voyez, sur la droite, on voit que c'est pas la même chose que l'autre. Ça, c'est une maligne, à l'évidence. Elle est ulcérée. L'ulcération n'est pas corrélée à la malignité. L'ulcération, la grande majorité, c'est la ischémie de la muqueuse par la tumeur qui pousse dessous. Donc, bien sûr, quand elles sont grosses, elles sont plus malignes. Donc, quand elles sont grosses, elles sont plus ulcérées. Mais il peut y avoir des grosses ulcérées qui ne sont pas malignes. Donc, c'est pas parfaitement corrélé. Voilà, ici vous avez des volumineuses masses. Alors, il y a 2 formes, les fusiformes et les épithélioïdes. Là, vous voyez, la taille, parfois, ici, c'est 2 petites. Elles font 2 cm et une quinzaine de millimètres, et elles sont malignes. Vous voyez, donc, il ne faut pas dire, ah ben elles sont petites, donc elles sont toujours bénignes. Non, c'est compliqué. Voilà. Tout ça, c'est des statistiques. Alors, vous voyez l'aspect échoendoscopique en contraste, vous allez voir tout de suite, c'est totalement différent. Vous savez tout de suite que ce n'est pas un léomyome, sans mettre l'aiguille, et après vous allez mettre l'aiguille parce que vous voulez documenter la nécessité ou pas. Parce que c'est petit. Quand c'est gros, il n'y a pas à mettre l'aiguille. Il faut opérer le patient, c'est évident. Pourquoi mettre une aiguille? Quand c'est petit, on se pose des questions, et vous voyez la prise de contraste qu'on a avec ces gros vaisseaux irréguliers que vous voyez dedans, ça c'est la gyste. Voilà. On a bien sûr l'histologie. En résumé, c'est fréquent, c'est le plus souvent bénin. L'échoendoscopie c'est utile, pas toujours, mais quand il y a on pose des questions, on peut souvent y répondre. Quand c'est nécessaire, il faut faire des biopsies. Et par exemple, dans un traitement, vous avez une volumeuse masse abdominale, c'est probablement une gyste, vous voulez mettre du Glivec, si c'est une gyste, parce que de toute façon, il faut l'opérer après avoir fait des et vous faites un prélèvement. Vous voyez, les indications de prélèvement, c'est vous posez des questions, vous répondez. Et pas, c'est pas systématique du tout, je vous remercie.